Bonjour Gilles Thomas. Bonjour Yann, comment vas-tu? Très bien. Bienvenue à Toulouse. Que fais-tu ici? Après 10 ans qu'on se connaît, je suis heureux de te rencontrer en personne. Et puis, comme les gens le savent, c'est l'atelier Caipan 2 organisé par le GEIPAN CNES. Alors, nous et quelques dizaines de nos collègues nous rencontrerons pour les 2 prochains jours. Et que vas-tu nous présenter au Caipan? Finalement, je vais vous présenter ma vision générale sur l'ufologie, comment elle doit être reconnue, quel progrès nous devons y apporter pour qu'elle puisse s'épanouir autant au niveau politique, médiatique, mais surtout au niveau des institutions du savoir, à savoir qu'il y a énormément de recherches qui sont faites en ufologie, et puis il manque une plateforme pour que ces travaux soient reconnus entre autres par les autres sciences humaines, mais à côté de cela, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de projets scientifiques intéressants dans le domaine des observations non identifiées. Alors dernièrement, tu as publié un chapitre dans le livre Phénomène sur les daimons. Tout à l'heure, nous étions dans un jardin japonais, et au Japon, il y a les kappas. Pourquoi cette relation entre les daimons et l'ufologie? Bien, parce que ça fait penser aux humanoïdes, à savoir, c'est sûr que des observations vues dans le ciel non identifiées, mais il y a tout un bestiaire rapporté par diverses mythologies dans le monde. Et moi, étant un étudiant en histoire ancienne, un étudiant de l'Antiquité gréco-romaine, bien entendu, la notion qui définissait le plus ce type d'observation avant l'arrivée du christianisme, mais aussi avec les transformations que le christianisme a apportées, c'était les daimons qui ont été transformés en les démons et puis qui se sont combinés aussi avec une genre de hiérarchie angélique. Et puis, c'est ça, les daimons, finalement, lorsqu'on écoute les témoignages textuels qui nous sont transmis, ressemblent en quelque sorte un petit peu aux témoignages d'humanoïdes et d'autres créatures vues par les témoins modernes. Le livre Phénomène parle de quelque chose que peu de gens, à part certains, connaissent. Pourrais-tu nous définir qu'est-ce qu'un trickster? Un trickster est finalement le nom moderne à un personnage qui hante les mythologies du monde entier depuis la nuit des temps. Dans le monde gréco-romain, comme je disais tout à l'heure, c'était des personnages comme Hermès, le dieu farceur, qui est aussi le messager des dieux. Et un trickster, finalement, c'est quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un, c'est plutôt un phénomène auquel on rapporte à une divinité titulaire l'origine d'événements qui surprennent les gens, qui les étonnent, qui les sortent de leur ordinaire, comme s'ils se retrouvaient soudain à la lisière d'un intermonde dans lequel ils vivent des expériences de l'anormalité. Et puis trickster, ça veut dire un peu farceur, parce que c'est ce qui est étonnant dans les témoignages rapportés par les gens qui vivent ce type d'expérience, c'est que le spectre d'expérience est très large, allant de la peur et de l'effroi jusqu'aux événements comiques et humoristiques, comme par exemple, toi-même, tu as déjà fait des vidéos sur l'endroit où que les gens reçoivent des petits cailloux qui sont le col de Vence. Alors, il y a d'autres endroits comme ça où il se produit des choses inexplicables qui semblent vouloir rire des témoins. Est-ce que tu te considères comme un vallettiste? Peut-être pas, mais évidemment, je m'inscris dans la lignée des nombreuses contributions de M. Jacques Vallée à l'ufologie, ainsi qu'aux divers phénomènes associés aux observations d'ovnis et de créatures. Et après tout, il y a des phénomènes psychologiques, sociologiques qui permettent de circonscrire ce type d'observations qui nous sont rapportées. On se rappelle que Jacques Vallée a introduit la notion d'événements transformateurs de réalité. C'est justement une des notions sur laquelle j'insisterai demain lors de ma conférence, en rapportant une des notions développées par un de mes autres maîtres en ufologie, M. Marc Leduc du Canada, qui est aussi présent pour présenter un poster scientifique. Alors, M. Marc Leduc de la banque de données Casufo, une des principales banques de données au Canada, a développé la notion de transformonomie en se basant sur le concept de Jacques Vallée d'événements
accompagné d'un sentiment de transformation de réalité, que ce soit un temps manquant, une absence soudaine de son, ce type d'expérience vécue. Pourrais-tu nous parler du CIETO? La CIETO, c'est la Société internationale des études transdisciplinaires en ovniologie. C'est une société savante qui sera bientôt reconnue par les institutions du savoir. Ce sera donc la première société savante dans notre domaine de l'ovniologie. Elle est basée au Canada, mais c'est une société internationale avec déjà 25 membres de plusieurs pays. Nous l'avons tout juste créée en début d'année. Et puis, les objectifs de cette communauté de chercheurs est de créer la première revue strictement académique pour les recherches en ufologie ou ovniologie. Je dis ovniologie, je précise, parce que dans le milieu académique, il faudra éviter les anglicismes. Et comme l'Office de la langue québécoise a défendu le terme ovniologie, nous optons pour ce terme. Alors, comme je disais à l'instant, le premier objectif est de créer une véritable revue universitaire pour publier les travaux des ufologues, c'est-à-dire ayant un certain critère de qualité. Le second objectif, ce sera d'organiser des colloques universitaires pour rassembler des chercheurs du monde entier, c'est-à-dire finalement imiter les autres sciences humaines, parce que ce que je me suis aperçu depuis bientôt 12 ans du travaux en ufologie, c'est que nous sommes la risée des autres sciences et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas accueillis à l'intérieur des universités. C'est que nous n'avons même pas de revue académique comme toutes les autres sciences molles, comme on les appelle, la sociologie, la psychologie, les études du folklore, ont des revues avec comité de lecture. Dans notre cas, c'est une société bilingue, alors elle sera en anglais et en français. Et puis c'est un petit peu pour la même chose pour les symposiums académiques. Évidemment que toutes sortes de congrès ufologiques, même demain nous assistons au CAIPAN, qui est en quelque sorte un tel événement international de qualité, mais ces événements avec comité de direction scientifique, comme le CAIPAN 2 qui a 10 membres dans son comité de direction scientifique, sont très rares. Alors ça sera pour mettre l'épaule à la roue, comme on dit, pour faire avancer notre discipline et la développer. Enfin, le troisième objectif que nous avons déjà réalisé, c'est de pouvoir fournir des bourses d'études aux étudiants à la maîtrise ou au doctorat qui consacrent leur mémoire ou leur thèse à un sujet qui touche l'ovniologie en général. Ça peut être à partir des disciplines comme la sociologie ou le folklore, ou strictement des investigations ufologiques. Mais dorénavant, on pourra se vanter que nous aussi, comme les autres disciplines, on offre des bourses d'études pour de telles recherches rigoureuses. Alors pourquoi ovniologie? Alors la question, pourquoi ovniologie au lieu de ovnilogie? Comme l'Office de la langue québécoise le postule, ça pourrait être l'un ou l'autre. Alors nous hésitions. Et évidemment, c'est un problème que l'ufologie anglaise n'a pas, c'est ufology. Mais dans notre cas, nous avons fait un sondage parmi nos collègues au sein de la Société internationale des études transdisciplinaires en ufologie. Nous avons fait un vote en bonne et due forme et les gens ont voté que ça sonnait mieux de dire ovniologie, tout comme qu'il existe d'autres disciplines qui rajoutent aussi le petit « o » pour faire en sorte que le mot soit plus fluide. Tu as une idée de ce que pourrait être le futur du CIETO? Ben, c'est pas seulement ce que je veux, bien que j'ai été élu président de cette société, ce qui est tout un honneur, mais nous avons tout un comité d'administration et un comité exécutif. Alors, notre objectif est de rassembler le plus grand nombre de chercheurs. À l'heure actuelle, des sociétés comme la nôtre, il n'en existe pas mal juste une autre, c'est la Coalition for Scientific Ufology, la SCU, la Scientific Coalition for Ufology, regroupe à l'heure actuelle 104 membres qui, pour la plupart, sont tous des scientifiques ou des chercheurs universitaires, mais c'est une société anglophone seulement. Alors, l'avantage de notre société savante, c'est qu'elle sera bilingue. L'objectif principal est de rassembler le plus grand nombre de chercheurs en commun pour parler d'une seule voix. Selon moi, c'est la solution pour mettre fin aux zizanies
infini dans le domaine de l'ufologie, parce que plus les chercheurs sérieux se rassembleront en commun et rédigeront des documents co-signés ou des manuels de référence avec plusieurs auteurs, plus notre voix aura de poids au sein de ce vaste champ de l'ovniologie qui est fractionné, disséminé de toutes parts par des gens qui ont des hypothèses différentes les uns des autres. Mais le problème dans notre domaine, c'est que ça mène souvent à des querelles totalement inutiles. Et selon moi, la meilleure façon selon moi et mes collègues, la meilleure façon pour régler ces dissensions est de se rassembler en commun et de parler d'une seule voix. Est-ce que le Garpan va organiser une suite au colloque international d'octobre 2018? Alors, merci Gilles de poser cette question. Tu fais référence ici à l'ouvrage de 620 pages, les actes de colloque de l'événement qui s'appelait De l'expérience à la science, avec une vingtaine de contributeurs de 9 pays. Alors, bien entendu, c'est l'accomplissement majeur accompli par moi et les éditions Garpan, ainsi que mes collègues, sans lesquels ça n'aurait pas été possible, bien entendu. Néanmoins, c'est ça, avec la création de la Société savante pour les études transdisciplinaires en ovniologie, nous allons dorénavant organiser de tels événements sous cette bannière qui dépasse l'entreprise privée du Garpan, qui est mon entreprise commerciale. Vous savez, en ufologie, il existe 3 types d'organisations. Il y a les associations non lucratives, il y a les entreprises lucratives et les organismes sans but lucratif, qui est une toute autre dynamique et administration. Dans le cas de la Société savante, c'est un organisme sans but lucratif. Par exemple, même s'il y a des cartes, pas des cartes de membres, mais des adhésions annuelles, ainsi que des campagnes de financement, comme j'ai dit tout à l'heure, ça servira à organiser nos prochains événements, ainsi que de fournir des bourses d'études de 1 000 $ ou 2 000 $ à des étudiants à la maîtrise ou au doctorat. Ça sera notre façon de ne pas faire de gains financiers. Et puis, pour moi, je suis bien heureux de pouvoir maintenant ne pas organiser des événements seul, parce que l'événement de 2018 m'avait quand même coûté plusieurs milliers de dollars à organiser, à perte, et puis aussi c'est très exigeant pour un jeune chercheur de se lancer dans une telle entreprise. À l'époque, ça l'était nécessaire pour le développement de ma carrière ufologique. Par contre, maintenant, avec l'entourage de mes collègues internationaux avec qui je me suis associé, que ce soit des gens des États-Unis, du reste du Canada, de la Suisse, de l'Italie, de la France et d'autres pays d'Europe, ça donnera encore plus de crédibilité à de telles entreprises collégiales qu'on appelle. Au cours d'une interview, il y a très longtemps sur DHTB, tu m'avais parlé d'une affaire et j'aurais bien voulu savoir où ça en est, s'il y a eu des suites par rapport à cette affaire. C'est l'affaire de Saint-Zénon. Est-ce qu'il y a eu du nouveau par rapport à cette affaire ou c'est toujours au même stade? Du fameux cas de l'humanoïde de Saint-Zénon, vu par un témoin principal, mais aussi toute une famille qui a pu... un second témoin principal que nous avons découvert par la suite, et les témoins directs du reste de la famille, c'est-à-dire un ensemble de 5 personnes, couvrant 2 événements. D'abord, l'observation d'une soucoupe volante derrière la maison de cette famille, suivie 2 semaines plus tard par l'observation et la rencontre d'un humanoïde dans un garage extérieur. Lorsque j'ai fait cette investigation en 2014, ça s'était passé en janvier 2014, j'ai pu me rendre sur place avec mon équipe dès avril, faire l'entièreté de l'investigation et publier un livre de 325 pages en septembre 2014, soit 7 mois plus tard. Or, maintenant, 7-8 ans plus tard, oui, il y a eu de nombreux autres éléments qui ont été ajoutés, comme ce que j'ai dit entre 2 lignes. Finalement, un des membres de la famille
avait aussi vu l'humanoïde, à savoir le fils aîné, qui avait gardé ça secret de son côté durant quasiment une année pour enfin révéler une toute autre version de l'histoire. Alors, mon objectif, c'est de pouvoir faire une seconde édition de ce livre, L'Humanoïde de Saint-Zénon, qui est un livre qui a été bien apprécié, mais avec le complément du reste de l'enquête, à savoir le second témoignage principal qui apporte une toute autre perspective sur l'événement du 14 janvier 2014, mais aussi l'ensemble des autres événements qui se sont produits dans les mois suivants. Comme tout à l'heure, tu me questionnais, on parlait des événements post-événementiels. Dans ce cas-ci, il y en a eu de nombreux vécus par l'ensemble des événements de la famille, à savoir des événements à l'intérieur de la maison, des événements paranormaux et aussi toutes sortes de conséquences psychologiques sur les uns et les autres. Mais est-ce que tu t'es intéressé, parce que ça c'est quelque chose qui me plaisait depuis un temps, j'ai appelé ça les RR0, bon, ça n'a rien à voir avec le site de Jérôme Beau, c'est-à-dire l'avant observation. Qu'est-ce que les témoins faisaient? Qu'est-ce qui les a amenés à regarder vers le ciel? Parce qu'ils auraient pu continuer à regarder un document au lieu de regarder le ciel. Tout à fait. Parce que tu t'intéresses aux événements post-observation. Oui. Mais ce serait bien de savoir ce qu'ils faisaient les témoins avant aussi. Oui, à vrai dire, tout bon investigateur s'assure de questionner sur que s'est-il passé dans les jours précédents, dans les semaines précédentes. Mais ce qui est fascinant avec le suivi qu'on fait auprès des témoins, comme qui était une des qualités que j'ai dit de Donald Cyr tout à l'heure, nous aussi au Garpan, nous avons, au Garpan, mais aussi bien des ufologues expérimentés ont la même procédure auprès des témoins. Ils font un suivi multi-annuel auprès des témoins et puis souvent il y a une genre de relation presque amicale qui peut se développer. En tout cas, plus que nous suivons les témoins, plus nous avons une approche psychanalytique, si on veut. On apprend tellement à les connaître, d'autant plus que ces gens-là, lorsqu'ils sont sincères, répondent à toutes nos questions. Alors, c'est sûr que lorsqu'on rencontre un témoin juste une heure ou à deux reprises, on se concentre sur l'événement, sur les événements qui ont précédé immédiatement, avant ou après. Alors que lorsqu'on a la chance de leur parler à de nombreuses reprises durant des années, comme dans le cas de la famille de Saint-Zénon, on en apprend sur qui ils sont vraiment, qu'est-ce qui les motive dans la vie, quelles épreuves ils ont vécues. Et puis, ça donne lorsque la sincérité est préservée, ça donne une grande consistance au type d'investigation que nous faisons. Et puis, si on compare à d'autres types d'investigations, que ce soit des investigations policières ou judiciaires, on s'aperçoit que finalement, les ufologues, ils font, pour les cas les plus importants, des enquêtes plus approfondies que même certains crimes, parce qu'on va tellement en profondeur, puisqu'il y a toujours un risque avec notre domaine qui frôle toujours le farfelu. Alors on s'assure, avant de publier nos investigations, que nous ne publions pas n'importe quoi. Mais pour revenir en rester à Saint-Zénon, moi ce qui m'a fasciné, c'est les fameuses lumières qui sortaient de sa paume de la main à l'entité, parce qu'il y a eu d'autres cas. Bruno Botta, sa grand-mère, a observé cela en 1955. Ah oui? Voilà, ils avaient des boules aussi, comme des lumières dans les pommes. Eh bien, moi, je connais pas vraiment d'autres cas, ça m'aurait pas échappé. Évidemment, l'humanoïde de Saint-Zénon était si caractéristique, sa couleur bleue, sa forme, sa genre de trompe nasale, ses genoux caractéristiques, ses pieds aussi. Alors, on a fait de nombreux comparatifs avec d'autres cas existants et puis bien des comparaisons ont été apportées par le public en général qui ont été fascinés par ce cas à cause que nous avions fait une reconstitution si fascinante. On est allé sur place, le témoin s'est prêté au jeu de reconstituer exactement ce qu'il avait vécu. Alors, ça a permis au public en général, durant des années, d'avoir toutes sortes de gens qui s'expriment sur ce cas-là et puis de nous apporter d'autres cas, parfois qui n'existaient pas dès 2014. Là, tu fais référence à un cas de 1954, mais il y a des événements qui se sont produits, surtout en ce qui concerne les humanoïdes bleus. Il y en a eu beaucoup par la suite. Alors, ouais, je me rappelle le cas que tu avais eu au Maroc. Le cas du Maroc à Oudja, c'est un autre cas. Les citromes, comme le témoin les avait appelés. Une espèce de truc pour grimper aux arbres, l'espèce de ventouse. Ah, ben on voit qu'il
Gilles, tu as une bonne mémoire. C'est pas tout le monde qui se rappellerait ces détails-là. Le cas du Maroc, d'Oudja, de 2011, est très différent de celui de Saint-Zénon parce que nous n'avons pas de second témoin qui a été présent lors de l'apparition de l'humanoïde en tant que tel. Tandis qu'à Saint-Zénon, ça s'est passé alors que tout le monde était réveillé, c'était à 5 heures du soir, ça a été succédé par des bruits à l'extérieur de la maison que toute la famille a entendu. Tandis que dans le cas de Saint-Zénon, on peut pas... la seule preuve auxiliaire que nous avons que ce se serait produit objectivement, physiquement, c'est que lorsque le témoin s'est réveillé le lendemain, après que, rappelons l'histoire brièvement, le témoin dormait dans sa chambre, des petits robots métalliques sont venus dans sa chambre, l'ont invité à sortir en l'empoignant avec leurs pinces, l'ont fait sortir de sa maison pour l'embarquer dans un vaisseau de forme losange. Après un certain parcours dans le ciel et l'enlèvement qui ressemble à d'autres scénarios d'enlèvement, c'est ce qui est si fascinant, c'est que les enlèvements se ressemblent souvent les uns les autres, alors que les témoins viennent de pays différents et que ce sont des gens de classes d'âge différentes, de langues différentes. Alors comment expliquer qu'ils vivent la même expérience à l'intérieur des vaisseaux extraterrestres, pour ainsi dire? Dans le cas du témoin d'Oudja, la seule preuve auxiliaire, comme je disais à l'instant, c'est que le lendemain matin, sa mère, c'était un jeune homme d'une vingtaine d'années, sa mère lui a dit, je ne dirai pas son nom pour préserver sa confidentialité, mais « Oh mon fils, qu'as-tu fait à tes pantoufles? Je ne les ai jamais vues aussi propres. » Parce que c'est comme ça qu'avait terminé l'enlèvement. Une fois que le vaisseau était revenu près de la maison pour déposer le témoin pour qu'il puisse retourner chez lui, il était nu-pied. Le témoin avait été mis sur la fameuse table d'observation. Ensuite de ça, les humanoïdes l'avaient mis devant un écran pour leur raconter une histoire cinématographique d'où ils venaient, pourquoi ils étaient sur Terre, depuis quand ils sont ici, quels sont leurs objectifs. Alors, lorsque le témoin est ressorti du vaisseau, les deux petits robots leur ont redonné au témoin ses pantoufles. Et le lendemain matin, selon le témoin, sa mère lui aurait dit « J'ai jamais vu tes pantoufles aussi propres. » Alors, c'est la seule preuve auxiliaire. Par contre, puisque nous sommes en 2022, suite à l'événement mondial, la pandémie, il convient, c'est la première fois que je parle de ce cas depuis de nombreuses années, alors j'en profite pour dire un dernier commentaire. L'événement s'était passé en 2011, et justement, lorsque les témoins étaient sortis du vaisseau, selon son récit, selon ce qu'il nous a raconté, le chef de l'équipage lui avait dit « Rendez-vous le 15 février 2020 ». Et là, on était 9 ans à l'avance. Alors, bien entendu, moi, lorsque le mois de février 2020 est venu et s'est finalement produit, j'ai regardé les nouvelles internationales, principalement les nouvelles au Maroc, qu'est-ce qui se passait, si effectivement il se produirait quelque chose, mais après tout, si on retourne en 2011 et qu'on dit il va se produire quelque chose dans le futur et qu'on tente de déterminer une date, est-ce qu'on pourrait viser plus juste que dire février 2020 au moment où la pandémie mondiale a commencé? Alors ça, j'en ai pas parlé encore, j'attends de faire une conférence pour revenir sur l'ensemble de ce cas, mais ça nous laisse dubitatifs, c'est le moins qu'on puisse dire. Toi qui es au deuxième guet-apens, est-ce que le Garpan attend du GEPAN? Mais ce que le Garpan ou moi-même attend de cet événement, je pense que l'ensemble de nos collègues s'attendent aux mêmes choses. Finalement, on a un organisme d'État, le GEPAN du CNES, qui est financé par l'État français, qui organise un événement. Alors bien sûr que ça nous aide à la reconnaissance de nos recherches au niveau politique ou au niveau médiatique. Alors, on s'attend que ça soit convoyé dans les médias dans les prochains jours. Et au niveau politique, ça se combine bien avec tous les développements de la politique américaine. On n'a pas besoin de rappeler tout ce qui s'est passé depuis 2017, mais comme présentement, c'est la semaine prochaine, il y aura l'événement à Saint-Marin, l'État de San Marino, où il y a, après plusieurs décennies, une nouvelle initiative auprès de l'ONU pour faire reconnaître la réalité de ces phénomènes qui dépassent toute explication et qui, en partie,
et peut-être d'origine extraterrestre. Eh bien Yann, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Et puis je te dis à demain pour le Quai Pan. Merci Gilles, c'est un honneur.